Semaine. Et quelques questions à Bruno Girard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'immobilier chez notre partenaire de la Banque Palatine. Et avec vous, on va essayer de bien comprendre de quoi on parle quand il s'agit d'immobilier d'entreprise. Première question, l'immobilier, quelle charge ça représente? Quel poids ça a dans le bilan des entreprises? On a une idée? Alors c'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Alors évidemment, ce taux d'effort dépend de la nature de l'activité de l'entreprise. On ne raisonne pas de la même manière si on parle d'un bureau, d'un hôtel, etc. Ce qu'on peut dire pour donner un ordre de grandeur, c'est que entre 10 et 12% du chiffre d'affaires consacré à l'immobilier, c'est un taux d'effort normal. Évidemment, sur des secteurs très particuliers comme l'hôtellerie, on est bien supérieur. Le taux d'effort, donc ça on va bien le retenir. Et on parle vraiment d'immobilier d'entreprise. Quelles sont les différences fondamentales avec l'immobilier résidentiel? Alors, je crois qu'il faut revenir sur les mots. L'immobilier d'entreprise, c'est l'entreprise d'abord qui compte. Et donc c'est un immobilier au service de l'entrepreneuriat, au service de l'entreprise. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cela quand on cherche un local pour exploiter et pour poursuivre son exploitation. Donc c'est un immobilier qui est complètement dédié à l'activité de l'entreprise. En logement, on est plus sur une fonction patrimoniale. On achète un logement pour se loger, mais aussi pour faire une plus-value à terme quand on revend le logement. Et est-ce que l'immobilier, c'est pas devenu également un outil ressources humaines pour attirer des talents, pour fidéliser les salariés? Alors ça, c'est pas nouveau. Regardez les pyramides. L'immobilier a toujours été une façon d'en mettre plein la vue. Et quand on rentre dans le bureau d'un président-directeur général, il y a un aspect, on montre un petit peu sa richesse, on montre sa puissance. Donc l'immobilier a gardé cette fonction. Et qu'on songe par exemple aux GAFA, qui sont pourtant dans les nouvelles technologies, toutes les grosses boîtes de GAFA ont fait construire des sièges sociaux absolument incroyables. Qui sont aussi là, censés attirer les meilleurs talents. On va continuer la discussion avec Gilles Bonenfant. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous me dites si je me trompe, 55 ans, formation d'ingénieur, réélu l'an passé pour un 3e mandat à la tête d'Eurogroupe Consulting. Alors c'est un cabinet de conseil en stratégie. On va discuter ensemble, mais d'abord les chiffres clés qui nous sont racontés en images par Étienne Braque. Que ce soit en Europe, en Asie ou encore aux États-Unis, les 1800 consultants d'Eurogroupe Consulting apportent leur expertise aux entreprises, aux collectivités, mais aussi auprès de la fonction publique d'État. En près de 40 ans, Eurogroupe Consulting a contribué à la maturité de ses clients, que ce soit pour les éclairer, les challenger ou encore les aider dans leurs orientations. Aujourd'hui, l'ETI est détenu à 100% par ses salariés, ce qui lui permet de mettre en avant son indépendance. Avec un chiffre d'affaires de près de 70 millions d'euros en 2018, le cabinet de conseil se fixe comme objectif de se développer à l'international et y réaliser 30% de son chiffre d'affaires d'ici l'année prochaine. Et vous êtes dans les rails pour réaliser cet objectif de 30% des chiffres d'affaires à l'échelle internationale? On a fait 15% depuis quelques années, donc voilà, on est ambitieux, il faut l'être. Et puis, non, l'activité est bonne et les équipes sont à la manœuvre, donc oui, j'y crois. 1800 consultants répartis dans une trentaine de pays, c'est bien ça? 37. Avec des perspectives de développement de ce côté-là aussi? Exactement, oui, une volonté de croître dans des zones qui nous semblent des zones d'intérêt, en particulier les États-Unis. Et vous avez réorganisé votre état-major, la gouvernance sectorielle, puisque vous évoluez en secteur, elle a été rajeunie, ça veut dire que vous aviez besoin de sans frais de renouveau? Non, je ne sais pas si on avait besoin plus que ça, mais ça fait partie de l'élan qu'avait cette entreprise, qui a toujours eu depuis 37 ans, heureusement, depuis 37 ans, plusieurs générations se sont succédées. Et je trouve que ça fait partie de l'élan d'une entreprise qui est restée d'ailleurs dans le temps. Je crois que la moyenne d'âge d'Eurogroupe Consulting, c'est 31 ans, donc on est resté dans cette logique-là. Je plombe la moyenne d'âge, puisque vous avez rappelé mon âge tout à l'heure, mais bon, voilà. On va dire que c'est l'expérience. C'est l'expérience qui compte. Alors le siège social, il est à Puteaux, dans l'ouest parisien. C'est une zone d'activité très concentrée, très connue de la région parisienne. C'était un choix logique pour installer les activités d'Eurogroupe Consulting? Alors, quand on regarde la tour de l'extérieur, pas forcément, la défense, pas forcément, quand on regarde un peu ce qu'est Eurogroupe. Puis quand on est chez Eurogroupe, vous avez rappelé quelques images, montré quelques images. Oui, c'est un bâtiment qui est très vitré, qui donne à la fois une vue sur Neuilly et sur je pourrais dire, le vieux Paris, et puis une vue, c'est un point d'union entre le vieux Paris et puis la Défense, ce quartier d'affaires. Et puis ça s'imposait aussi à nous parce que la plupart du CAC 40 sont présents à la Défense et c'est quand même notre lieu d'intervention. Et vos collaborateurs, eux, comment ils vivent cette installation dans cet environnement urbain, très très urbain, parce que la Défense c'est quand même beaucoup de tours? Écoutez, très bien.
Je le crois. On a refait l'intégralité de nos locaux il y a 2 ans, et avec une logique de flex office pour tout le monde, avec une logique de zéro papier. Alors le zéro papier, des fois, faut rappeler, hein, mais le flex office, ça va plutôt bien. Alors vous disiez tout à l'heure que les bâtiments de tout temps, vous faisiez référence aux pyramides et le côté luxe. Je crois que le sujet, c'est pas tant la visibilité du luxe, mais beaucoup plus aujourd'hui la visibilité du bien-être au travail. Et j'ai l'impression que quand on rentre dans nos locaux, les images que vous avez bien voulu montrer démontrent qu'il y a une certaine aisance de manœuvre dans ces locaux. On circule, c'est aéré. Oui, puis il y a plein d'espaces aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, d'innovation, de créativité et de respiration. Oui, parce qu'on va donner la parole à Gilles Betthauser. Bonjour. Vous êtes le président de Collier. C'est une société de conseil en immobilier, justement. Et là, on a vraiment l'impression que l'humain, c'est un élément de plus en plus important en matière de choix immobilier pour les entrepreneurs. Est-ce que je me trompe si je dis ça ? Pas du tout, c'est une tendance avérée depuis quelques années déjà. Alors, on considère aujourd'hui que l'immobilier peut jouer un rôle majeur comme levier de transformation des entreprises. Beaucoup d'entreprises essaient de se transformer et on considère qu'à juste titre, l'immobilier peut jouer ou contribuer à favoriser l'émergence de nouvelles pratiques managériales, de nouveaux types d'organisation. Et en tout état de cause, quand on interroge en particulier les jeunes générations, le choix de l'environnement de travail, le choix de l'implantation géographique, le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, tout simplement, est souvent dicté par aussi la qualité de l'environnement qu'ils vont trouver, l'agrément auquel ils vont être confrontés. On a parlé de bien-être au travail, c'est un sujet clé. Donc oui, sur le sujet de la transformation, oui, à bien des égards, sur le sujet de l'attractivité, de la rétention des talents, les jeunes générations en particulier attachent énormément d'importance à la qualité de leurs environnements de travail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez contradictoire quelquefois dans le point de vue des jeunes générations. Je fais état de l'étude qui a été réalisée à l'ESSEC en disant les étudiants d'une école de commerce prestigieuse, leur but et leur souhait, c'est de travailler dans des bureaux fermés. Alors que la majorité maintenant des étudiants, ou des jeunes salariés, on est revenu dans l'open space, c'est ça ? Mais l'open space, c'est maintenant la géographie commune. Et pourtant, ces étudiants qui sont quand même sensibles aux espaces de coworking, aux aménagements des bureaux, etc. Leur souhait, je dirais profond, c'est de travailler dans des bureaux fermés. Alors, il y a des attentes très contradictoires qui doivent être gérées, ce qui pose d'ailleurs des problèmes, ce sont des problèmes d'aménagement d'espace, parce qu'il faut que les espaces soient un peu polyvalents et puissent peut-être évoluer dans le temps aussi, en fonction du développement. Mais toutes les générations ont leurs contradictions. On peut parler d'un opérateur qui s'appelle WeWork, qui est quand même assez connu dans le monde. Quand on voit ce qu'ils offrent comme espace de travail et la pénibilité d'un certain nombre de positions de travail pour les jeunes ou les moins jeunes chez WeWork, mais chez WeWork, donc on a envie d'être chez WeWork. Et les exigences qu'on peut avoir dans nos propres locaux parfois par ces générations, oui, il y a des contradictions, mais faut les gérer. Vous savez pourquoi on fait ça ? On parlait de bien-être. Je pense qu'on a besoin de créer de la créativité, de laisser cette créativité s'exprimer, toutes générations confondues. On a besoin de mélanger. Je trouve que les bureaux d'avant faisait beaucoup de verticalité. Là, je trouve qu'on a favorisé la transversalité, et ça, je trouve que c'est un vrai plus. Après, on a des sujets de confidentialité, bien évidemment, d'efficacité au travail. Puis en parallèle, vous l'avez évoqué en introduction, il y a quand même un point économique, c'est-à-dire derrière les locaux, vu ce que ça pèse dans le bilan des entreprises, il y a quand même des gains, et en contrepartie des gains qui ne sont pas le seul point regardé, il y a qu'est-ce qu'on offre à l'espace aux collaborateurs. Attractivité, rétention, fidélisation, c'est essentiel. Alors, vous avez utilisé 2 termes que je vais rassembler dans une question, coworking et travail flexible. On utilise de plus en plus des espaces de travail flexible, justement. 62% des entreprises françaises disent avoir adopté une politique en ce sens. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution du marché de l'immobilier d'entreprise ? Est-ce que ça a un impact aujourd'hui, Gilles Betthauser ? Le sujet majeur pour les entreprises et les ETI en particulier, c'est l'incertitude. Et le marché immobilier est un marché qui évolue avec des cycles longs, des temps longs. Et les temps longs de l'immobilier sont relativement peu compatibles avec les temps courts des entreprises. D'où la difficulté pour les entreprises de se positionner, que ce soit en termes d'engagement locatif, donc s'engager sur un bail 9 ou 12 ans alors qu'on a une incertitude à 3 ans, c'est quelque chose de très compliqué. Ce thème de la flexibilité est un thème majeur. Et les entreprises trouvent une réponse appropriée aujourd'hui dans les espaces de coworking,
ça n'est pas la seule. En tout état de cause, il va falloir que le marché s'adapte à cette notion de flexibilité qui est devenue dirimante dans les grandes et les petites entreprises. Et vous y avez assisté, vous, à l'évolution de ce sentiment de flexibilité? Parce que je rappelle que chez Colliers, vous allez jusqu'à la gestion de projets immobiliers. Hein. Oui, tout à fait. Donc la plupart des environnements que nous créons favorisent la notion de foisonnement. Donc, Gilles parlait de flex office, c'est une des réponses appropriées. En gros, il y a beaucoup plus de personnes que de postes de travail et ça répond à la nomadisation des processus de travail, ça répond aussi à l'évolution des technologies qui permettent aujourd'hui à un individu de s'abstraire de son lieu de travail. Donc les espaces sont plus flexibles pour correspondre aussi aujourd'hui à une évolution fondamentale du travail dans sa teneur. C'est pas plus compliqué, Bruno Girard, d'accompagner financièrement des entreprises l'impératif qui ont besoin d'être beaucoup plus flexibles. Voilà. Et cet impératif de flexibilité dans la pierre, ce qui est quand même pose un problème de financement parce que, pour faire simple, le bail long de 9 ans ou 11 ans ou 12 ans ferme avec un investisseur qui achète et qui récupère ensuite qui rembourse son crédit avec les loyers, c'est quelque chose qui est un peu remis en cause parce que quand on est dans des modèles justement notamment de coworking, on est plus sur un bail commercial classique. On a finalement un exploitant et cet exploitant, son succès dépend beaucoup du taux d'occupation comme dans un hôtel, quoi. Et ce taux d'occupation, il peut varier très fortement en fonction de la conjoncture, en fonction des modes, en fonction des... Donc pour le banquier qui finance à long terme, là c'est une zone d'incertitude en plus. Alors, Gilles Bonenfant, vous le sentez, vous, ce mouvement de flexibilité Oui, alors il y a deux choses. On parlait d'incertitude. Enfin, c'est l'art d'un dirigeant de gérer l'incertitude. Hein. Quand on est patron d'une ETI, c'est notre quotidien. Pas que sur l'immobilier, d'ailleurs, si je peux me permettre, sur le recrutement ou sur d'autres éléments de choix marketing ou de choix d'implantation pays. Oui, il faut gérer cette flexibilité-là. Maintenant, derrière la flexibilité, il faut mettre en place des dispositifs très outillés. Je pense qu'on a aujourd'hui du matériel qui permet de gérer cette flexibilité-là. Et puis, alors, vous parlez tout à l'heure des étudiants, des études sur les étudiants. Nous, on a fait une enquête assez intéressante d'un point de vue au niveau européen sur l'entreprise engageante. C'est-à-dire, la vraie question, c'est finalement comment les collaborateurs sont engagés. Quand on voit le taux des engagements, et ce qu'on se rend compte, c'est que les collaborateurs sont engagés quand il y a une cohérence d'image avec les valeurs portées. Et derrière les locaux, c'est là où on peut exprimer cette cohérence d'image avec les valeurs portées. Alors la question, c'est comment on n'est pas à l'orthogonale entre une posture de manager qui veut son bureau fermé, ses 4 fenêtres et sa moquette épaisse, et puis les équipes qu'on met en flex office. C'est là où il faut gérer une logique complètement en flex pour l'ensemble des collaborateurs. C'est ce qu'on a fait chez Europe Consulting il y a quelques années. Quand les équipes de Colliers nous ont accompagnés, et le premier qui a dit qu'il voulait pas de bureau, c'est moi. Et j'ai pas de bureau. En revanche, quand j'ai besoin d'un bureau, j'ai un bureau. Vous n'avez pas de bureau? Ah non, je n'ai pas de bureau. Quand j'ai besoin d'un bureau, j'en réserve un qui est très bien, qui permet d'accueillir du monde en toute confidentialité. Mais en dur, il n'y a pas de salle avec Gilles Bonenfant, la plaque Gilles Bonenfant sur la porte. Elle s'appelle Symphonie parce que nous on est très dans la musique et elle est réservée et voilà, et elle est accessible à tout le monde. Et ce qui est très intéressant, vous parliez du comportement des jeunes, c'est que moi je craignais que les jeunes, c'est un bureau que j'occupe assez souvent quand je suis là, je suis pas là souvent, et bien les jeunes le réservent, les jeunes y vont quand j'y suis pas, et je trouve ça très bien. Parce que justement, il s'appelle pas Gilles Bonenfant ou autre, il s'appelle Symphonie, c'est pour ça. C'est une tendance généralisée, ça, oui. Gilles Bethauser ? Oui, c'est une tendance généralisée. Ça a été le fait des grandes entreprises dans un premier temps. On constate que ça a démarré plutôt à Paris, ce mouvement. Et ça s'est généralisé. Maintenant, on peut parler d'une vague de fonds. Ça concerne les ETI, ça concerne aussi les entreprises en région. Il y a de moins en moins de gens qui occupent un bureau fixe aujourd'hui. Ça, c'est une tendance majeure. Elle est mondiale. Et la France a été plutôt à la traîne dans ce domaine pendant des années. Et aujourd'hui, plutôt en avance, je dois dire. Il y a des métiers plus propices que d'autres. Forcément. Il faut quand même l'évoquer. Mais moi, j'avais fait un petit sondage chez nous. Les consultants occupent même pas 30%. Les locaux, donc il faut gérer. En revanche, des fois, quand ils sont là, il faut beaucoup de salles de réunion, il faut beaucoup d'espace qui permettent de ces mélanges-là. Mais pour de vrai, on n'est plus assis dans des... Alors justement, Bruno Girard, quels sont les secteurs d'activité qui sont le plus gourmands en immobilier, qui demandent le plus de financement ? Alors, il y a déjà le fait d'une fusion. Quand deux sociétés fusionnent, fusion-absorption, on imagine. Il y a forcément une demande immobilière. Et d'ailleurs, on le voit bien sur le marché, les demandes de grands plateaux d'un seul tenant, donc pas en étage, d'un seul tenant, sont vraiment très prisées parce que c'est bien plus facile de faire fusionner deux équipes qui forcément, au début, se regardent en chaîne de faïence sur un même plateau. Donc ça, c'est pas un chiffre, c'est pas une valeur absolue, mais c'est un élément important pour le marché. Bon, l'activité tertiaire, effectivement, toutes les activités tertiaires demandent pas mal
mal de bureaux, avec aussi le fait de pouvoir travailler à domicile maintenant. Hein. Donc un certain nombre je vois même dans les banques, la possibilité est offerte aux salariés à tout niveau hein, de pouvoir faire du télétravail, ce qui peut quand même un peu changer à terme la géographie des bureaux. Justement, le télétravail pour vous, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, non ? Non, c'est une très bonne nouvelle. Le télétravail fait partie, de manière générale, d'un aménagement, d'une organisation du temps de travail différente. Et les entreprises qui sont efficaces aujourd'hui sont celles qui arrivent à promouvoir une bonne articulation entre la déclinaison d'une nouvelle façon de travailler, avec l'émergence du type, de notions de type télétravail, aussi une organisation tertiaire plus flexible. On est moins dans le contrôle et beaucoup plus dans la responsabilité. Mais l'évolution des pratiques managériales qui sont liées à ça nécessite beaucoup de conduite du changement. Et on accompagne cette conduite du changement et ça donne lieu à beaucoup de missions pour nous qui sont des missions d'une autre nature mais qui sont particulièrement intéressantes. On a déjà parlé de cette dimension-là dans Défi ETI, la dimension RSE, la responsabilité sociale et environnementale, ça a un poids dans le choix immobilier des entrepreneurs. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose qu'il a fallu prendre en compte ? Oui, alors ça a un poids à 3 niveaux. Ça a un poids dans le choix du bâtiment, du lieu où on va être. Mm-hmm. C'est un choix dans comment on gère l'espace. Et puis c'est un choix sur la mobilité des collaborateurs. Enfin, je veux dire, trouver un barycentre qui évite 2 heures de transport à tout le monde et prendre les techniques et les outils qu'évoquait Gilles à l'instant, c'est essentiel. Alors, on parlait de conduite de changement, on a mené de bon nombre de projets justement de grands opérateurs qui passaient de bureaux fermés à une logique de flex-office sur des bureaux déportés. Très souvent, on quitte le Paris 8e et puis on va dans les banlieues avoisinantes. Ben voilà, tout ça se travaille. Et oui, on a cette flexibilité qui est à mettre en œuvre sur les ressorts sur lesquels qu'on évoquait à l'instant. La facture du RSE pour oui, le RSE, il y a quand même des financiers des ETI. Il y a des tartes à la crème. Hein. Faire du RSE, c'est pas mettre un baby-foot. Hein. Et effectivement, il vaut mieux mettre un immeuble près d'un transport en commun, en site propre. Ça, c'est vraiment de la préoccupation à la fois sociale et à la fois environnementale. D'ailleurs, toutes les tentatives de notation des immeubles maintenant, les immeubles tertiaires, prennent en compte cet éloignement des transports en commun et cette responsabilité-là. C'est pour ça que je vous disais, il y a 3 niveaux. Il faut que le bâtiment lui-même ait l'énergie qui va bien. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait les outils et puis bon, il peut y avoir un baby-foot par ailleurs, mais c'est pas le baby-foot qui rend le dispositif RSE. Il y a tout un tas de choses à faire. Et puis il y a cette logique de transport, temps de transport et de facilité d'accès. Le bien-être, ça inclut tout ça pour moi. Oui. Alors quelques chiffres. Le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise a commencé l'année 2019 sur un rythme moins soutenu qu'en 2018. 3 milliards 800 millions d'euros investis au premier trimestre. C'est une baisse de 8% sur un an. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Gilles Bettauser ? Non, pas forcément. Je pense que beaucoup d'opérateurs attendaient aussi les déclarations de la BCE sur l'évolution des taux. Parce que, en fait, ce qui génère la fluidité du marché de l'investissement, c'est l'évolution des taux. On peut être aujourd'hui rassuré sur... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est très très rassurant. On a des taux bas. Les taux bas vont continuer de favoriser l'émergence d'une tendance de fond qui est beaucoup de rotation d'actifs. Sachant qu'il y a énormément de collectes qui s'opèrent. Cette collecte, elle doit donner lieu à une décollecte. Donc il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, internationaux en particulier, qui cherchent à acheter à Paris en particulier. Paris est une place qui continue d'être très attractive. De ce point de vue-là, on peut imaginer que l'année 2019 reste porteuse. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Girard ? C'est-à-dire qu'on vient de très haut, puisqu'en 2018, ça se fait 32 milliards de cessions, donc c'est absolument énorme. Il y a un effet Brexit quand même qui joue en faveur des bureaux en Ile-de-France. Le marché tertiaire en France, c'est surtout l'Ile-de-France, c'est quasiment 75% des transactions. C'est un marché bien orienté, avec cette notion de taux d'intérêt. Enfin, ce qu'on regarde surtout, nous, sur ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, c'est-à-dire c'est le décalage entre le taux de rendement d'un immeuble, le taux de rendement net d'un immeuble, et le taux d'un placement obligataire, d'un emprunt d'État. Et jamais cette prime de risque n'a été aussi élevée. Donc, ce qui est tout à fait favorable à l'investissement immobilier. Donc, dans une stratégie patrimoniale, pour une foncière, pour un family office, l'immobilier est un élément clé. Un élément clé. Est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec l'investissement, l'immobilier d'entreprise ? On arrive à... Oui, mais les arbres ne grimpent pas au ciel. C'est de l'investissement long terme. Il ne s'agit pas d'acheter pour revendre en un an, sauf s'il y a une valeur ajoutée particulière à créer, avec des surfaces à créer,
etc. Donc l'immobilier, c'est quand même du temps long. C'est d'ailleurs plutôt bon signe, puisque ça accompagne l'activité des entreprises. Donc. Allez, on approche de la fin de cette émission, mais on va pas se quitter avant la rubrique « Le mot du patron ». BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Et oui, c'est votre carte blanche, Gilles Bonenfant. 1 minute, 1 minute et demie pour délivrer un message, un conseil à ces entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment même et qui nous regardent sur BFM Business. Alors, je vais rester dans le thème d'aujourd'hui sur l'immobilier. Je pense qu'un projet immobilier, c'est un vrai projet d'entreprise. C'est un projet positif qu'il faut partager le plus tôt possible avec ses collaborateurs. On le disait à l'instant, ok, il faut peut-être des goodies, mais le sujet c'est pas ça. C'est un vrai sujet, un vrai projet d'entreprise. Il faut le prendre avec ce qu'il y a d'économie derrière, parce que je pense qu'il faut le regarder d'un point de vue économique, et ce qu'il y a de culture, qu'est-ce qu'il y a d'âme, qu'est-ce qu'il y a d'attractivité et de rayonnement autour. Donc mon conseil, si je peux me permettre de le dire comme ça aux dirigeants des ETI, c'est faites-en un vrai projet d'entreprise, mettez-y une âme, ne surjouez pas. Je pense que quand on surjoue, on est en décalage par rapport à ce que nous ressemblons, et ça se voit assez vite. Donc il faut que les pierres portent des valeurs. Il faut que les pierres portent des valeurs. Vous savez, les valeurs, permet de le résumer. Les valeurs, moins on en parle, plus on en a. Donc ça se voit. Ça se voit. Merci Gilles Bonenfant, président donc d'Eurogroup Consulting. Merci encore à Gilles Betthauser, le patron de Colliers. Et remerciements également à Bruno Girard, directeur de l'immobilier chez Palatine, la banque des ETI. Défi ETI, c'est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.